Merci beaucoup Jackie. Donc on va passer à la dernière présentation de cette session avec Claire Rivelange qui va nous parler de résultats du projet NumaSurge. Donc elle va sûrement le détailler, mais NumaSurge est un gros projet qui implique aussi beaucoup les CSO d'Île-de-France et de France, que j'ai le plaisir de co-coordonner avec Barbara Eudes, mais tu vas nous raconter du coup les données de votre axe spécifique. Voilà. Merci Claire. Bon, merci beaucoup aux organisateurs de me proposer de vous parler aujourd'hui des premiers résultats du projet NumaSurge, donc qui va concerner les grossesses après chirurgie bariatrique. Alors, donc le projet NumaSurge, c'est quoi? C'est un projet de recherche qui a pour ambition de mettre à jour les recommandations qui sont actuellement celles de Bariamat, qui était un groupe dirigé par Dr Cécile Ciangura et Jackie Nizar, qui fait encore référence aujourd'hui. Et l'idée était d'augmenter un peu le niveau de preuve qui sous-tendait l'élaboration de ces recommandations. Les objectifs spécifiques de ce travail étaient d'abord de standardiser le recueil des données au sein des différents CSO sur le suivi des grossesses et le suivi nutritionnel de ces grossesses, d'établir des valeurs usuelles de référence pour les micronutriments et vitamines les plus importantes pendant la grossesse, de décrire le lien entre ces concentrations en micronutriments et sur les événements de santé, et puis d'étudier la balance bénéfice-risque d'avoir une grossesse après chirurgie bariatrique. Et c'est dans ce dernier axe que je vais vous exposer les premiers résultats qu'on a eus sur l'étude. Donc le projet NumaSurge, c'est aussi l'implication de 5 équipes de recherche et de soins, donc dirigées par Barbara Eudes et Cécile Ciangura aussi pour la coordination. Les différents CSO qui participent sont répartis sur l'ensemble de notre territoire. Et on va faire appel aussi à des sources de données et des biotech, notamment pour l'élaboration des concentrations et des dosages chez la femme enceinte des différents micronutriments, avec notamment à peu près 3800 échantillons prélevés à différents temps de la grossesse. Alors le contexte est le suivant, vous savez, l'obésité a une prévalence qui augmente dans le monde et en France, notamment chez la femme et notamment en France. Le contexte aussi, en termes de chirurgie bariatrique, nous avons des nombres d'interventions qui diminuent un petit peu ces derniers temps, des chiffres que l'on n'a pas publiés mais qu'on a retrouvés sur le système national de données de santé français, fait état de 36 500 interventions par an. Donc notamment en 2022. Ces interventions sont essentiellement représentées par la sleeve gastrectomie à hauteur de 67%, puis suivies du bypass en Y et du bypass en oméga à hauteur de 30% pour l'ensemble de ces deux interventions. L'âge moyen des femmes était de 40 ans, environ 40 ans, et on a parmi l'ensemble des patients bénéficiant de ces chirurgies 80% de femmes. Et ensuite, quand on prend en 2022, par exemple, l'ensemble des grossesses, et quand on regarde les antécédents de chirurgie bariatrique, eh bien, en fait, on a 1,6% des grossesses qui surviennent après chirurgie bariatrique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces grossesses sont anecdotiques, puisqu'on a une prévalence qui n'est pas négligeable dans la population française. Alors, que sait-on de ces grossesses post-chirurgie bariatrique et que sait-on de leur descendance? On sait déjà un certain nombre de choses. La littérature scientifique s'étoffe de plus en plus. Certains résultats sont confirmés. Mais quand on regarde les choses d'un point de vue méthodologique, l'écueil essentiel, c'est la difficulté du choix du groupe contrôle de ces grossesses post-chirurgie bariatrique. Et dans la littérature, peu d'essais prospectifs contrôlés pour ces grossesses post-chirurgie bariatrique. Et puis, peu de données à long terme pour la descendance de ces grossesses. Alors, le but de cette étude était d'évaluer les bénéfices et risques d'avoir une grossesse après chirurgie bariatrique sur les outcomes obstétricaux et néonataux, avec aussi, en essayant de regarder l'influence du type de chirurgie bariatrique, du délai et des facteurs nutritionnels.
Pour ce faire, on a utilisé la base de données du Système national de données de santé français, donc, qui répertorie plusieurs bases, et notamment une base qui est celle du SNIRAM, qui comporte toutes les données de remboursement des soins ambulatoires en France, et qui est remboursée par l'assurance maladie. Et la base de données aussi des CEPIDC, donc qui répertorie l'ensemble des décès et des causes de décès en France. Et puis, on a aussi les données du PMSI, qui sont les données hospitalières où on peut avoir les diagnostics lors des hospitalisations en France. Et donc, on a inclus des femmes qui avaient eu au moins une grossesse qui a dépassé les 22 semaines d'aménorrhée de 2013 à 2022 et qui avaient aussi un antécédent de chirurgie bariatrique. Et pour ce faire, on est remonté jusqu'à 2005 pour avoir l'antécédent de chirurgie bariatrique. Alors ensuite, on a réalisé 2 populations d'analyse parce qu'on se posait 2 questions auxquelles nous voulions répondre. La première, c'était est-ce que ça peut être une question que peut se poser un gynéco-obstétricien, quand il voit arriver une patiente en situation d'obésité et qui a un antécédent de chirurgie bariatrique, c'est est-ce que cette grossesse est plus à risque que celle que toutes les autres, que celle que je peux voir dans le cadre de ma patientèle, toutes choses égales par ailleurs, et avec un même niveau d'obésité. Et pour répondre à cette question-là, on a apparié ces femmes post-chirurgie bariatrique à 4 autres témoins, 4 fois plus de témoins sur l'âge, le diabète de type 1, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la parité, l'année, le mois d'accouchement, et l'indice de défavorisation qui est un proxy du statut socio-économique. Et puis, pour répondre à une deuxième question qui se place sur un autre point de vue, qui est peut-être aussi la question que peut se poser une équipe de nutrition ou de chirurgie bariatrique, qui est est-ce que, face à une patiente qui a un désir de grossesse et en situation d'obésité, est-ce qu'il vaut mieux réaliser la chirurgie bariatrique avant ou après le projet de grossesse? Et pour ce faire, on a utilisé un modèle autocontrôlé où les femmes étaient leurs propres témoins. Donc on a comparé les grossesses avant chirurgie bariatrique aux grossesses après chirurgie bariatrique chez la même femme. Et donc dans ce design d'analyse, on avait le biais qui allait apparaître, qui était la différence d'âge, de parité et de poids, puisque les femmes avaient été opérées entre les 2 grossesses que nous comparions. Alors, voici en termes d'effectifs, donc la population numéro 1, donc celle qui est contrôlée avec des grossesses appariées, avec le matching dont je vous ai parlé. On arrivait à peu près à 56 000 grossesses post-chirurgie bariatrique, contrôlées à 4 fois plus de témoins. Et puis, au sein de cette population incluse, on avait également le design autocontrôlé, où les femmes étaient leurs propres témoins, et on arrivait à peu près donc à 11 777 grossesses avant chirurgie bariatrique, comparé au même nombre après chirurgie bariatrique. Alors concernant les caractéristiques de cette population, notamment dans le premier design, on avait essentiellement des interventions à type de sleeve à 68%, 28,3% de bypass. Le délai moyen entre la chirurgie bariatrique et la grossesse était à 2,9 ans. L'âge moyen au moment de la grossesse était à 31 ans. Et l'obésité, la prévalence de l'obésité au moment de la grossesse était à 27 ans. Ça, c'était des données qui étaient imputées. Et puis, le pourcentage de primiparité était à 30%. Et on avait 8% d'AMP en post-chirurgie bariatrique. Alors, voici les résultats. Donc, en termes de réduction des pathologies maternelles, on avait, quand on regardait, quand on comparait par rapport aux grossesses, aux témoins appariés, on avait moins de diabète gestationnel, moins de prééclampsie et moins d'HTA gravidique. De la même façon, quand on comparait aux grossesses avant chirurgie, on avait toujours moins d'hypertension gravidique, moins de prééclampsie et moins de diabète gestationnel, avec un effet qui semble encore plus important en termes de protection pour ces différents outcomes. Ensuite, quand on regardait, ici, toujours versus les témoins appariés, on avait moins de macrosomie, qu'elle soit modérée ou qu'elle soit sévère. Et par contre, par ailleurs, on avait plus de petits poids pour la gestationnelle,
qui soient modérées ou sévères quand on comparait par rapport aux grossesses appariées. Et quand on regardait par rapport aux grossesses avant la chirurgie, on avait de la même façon moins de macrosomie, qu'elle soit modérée ou sévère, et plus de petits poids pour la gestationnelle, modérée ou sévère également. Et ici, vous avez le poids moyen des enfants nés après chirurgie bariatrique, qui était à 3,127 grammes, et le poids par rapport aux grossesses, qui était le poids des grossesses des témoins appariés, plus élevé de façon significative à 3,3. Alors également, ce qui est un peu plus controversé dans la littérature et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'on avait une augmentation de la prématurité également, avec une augmentation de la prématurité d'une façon générale et d'une prématurité modérée, sévère et extrême. Et ça, c'était comparé aux témoins appariés. Et puis, de façon différente cette fois-ci, quand on compare à la grossesse avant chirurgie, on n'avait plus d'effet sur la mortalité, mais on gardait un effet sur la prématurité extrême. Alors ensuite, quand on regardait l'arrêt des grossesses, on parlait tout à l'heure des stillbirths, donc qui est les décès, les morts-nés, et les perinatal deaths, qui est le décès qui survenait entre le jour de la naissance et le 7e jour de vie. Eh bien, on avait plus de stillbirths après chirurgie bariatrique et plus de décès périnataux après chirurgie bariatrique. De la même façon, quand on regarde et quand on comparait aux grossesses avant la chirurgie bariatrique, on avait plus de stillbirths également et plus de décès périnataux. Alors, c'était des résultats effectivement qu'il faut nuancer, puisqu'on est quand même sur des effectifs qui sont extrêmement faibles, avec des tailles d'effets très restreintes également. Donc, il est clair que c'est une réalité, une vérité sur le plan statistique, parce que l'effectif que l'on avait pouvait donner une puissance suffisante pour trouver cette différence significative, mais cette vérité statistique n'est probablement pas une vérité sur le plan clinique dans la pratique de tous les jours. Alors, on devait aller plus loin et on a réalisé des analyses de médiation qui montrent en fait que l'effet de la chirurgie bariatrique sur les stillbirths, donc sur les décès, sur les morts-nés, passait par le petit poids pour la gestationnelle à hauteur de 40%. Et de la même façon, l'effet de la chirurgie bariatrique pour la mortalité périnatale passait à hauteur de 61% par la prématurité et par le petit poids pour la gestationnelle à hauteur de 31%. Donc on avait l'explication, le lien causal avec cette mortalité périnatale. Alors ensuite, quand on regarde le type de chirurgie, alors ce forest plot n'est pas si évident que ça à lire. On avait en fait en bleu, c'est la sleeve qu'on va considérer ici comme notre intervention de référence, puisqu'elle représente un effectif bien plus important dans notre population. En vert, on a le bypass gastrique et en rouge, on a l'anneau gastrique. Et ce que l'on peut voir, c'est que le bypass semble faire mieux que la sleeve, qui fait mieux également que l'anneau concernant la protection des complications métaboliques de la grossesse. Donc HTA, macrosomie et prééclampsie. Et par contre, ce que l'on peut voir également, c'est que le bypass, comparé à la sleeve, a un risque supérieur de prématurité et de petit poids pour la gestationnelle. Ensuite, quand on regarde le délai entre la chirurgie bariatrique et la grossesse, vous voyez, on a un joli camailleux de bleu. Ici, on avait pris la référence qui était de 5 ans, donc un délai supérieur à 2 ans et inférieur à 5 ans entre la chirurgie bariatrique et la grossesse. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'entre 0 et 12 mois post-chirurgie bariatrique, eh bien, on avait plus de petits poids pour la gestationnelle. Et ce qu'on peut aussi notablement voir, c'est qu'au-delà de 5 ans, en post-chirurgie bariatrique, on a vraisemblablement moins de bénéfices sur les complications métaboliques de la grossesse pour ces outcomes. Ensuite, on a voulu
essayé d'approcher les choses d'un point de vue nutritionnel avec les moyens qu'on avait. Donc on a créé une variable qui s'appelait dénutrition, et notamment c'est probablement plus une dénutrition sévère, qui était, il fallait avoir un diagnostic de dénutrition dans le PMSI, il fallait avoir, il fallait avoir une assistance nutritionnelle, donc nutrition entérale ou nutrition parentérale, depuis la chirurgie jusqu'à la grossesse et grossesse comprise. Et donc on avait donc des patientes qu'on classait avec la variable binaire dénutrition ou pas de dénutrition. Et là, ce que l'on peut voir dans ces analyses en sous-groupe, c'est que la dénutrition était associée à une augmentation du risque de petit poids pour la gestationnelle et du risque de prématurité, et ce de façon significative. Alors voilà, la conclusion, elle est assez simple. Pour une femme, faire une grossesse après chirurgie bariatrique comporte des bénéfices, il ne faut pas l'oublier, notamment sur le plan des complications et des outcomes métaboliques de la grossesse, mais des risques avec le petit poids pour la gestationnelle et la prématurité. Et une grossesse post-chirurgie bariatrique, à mon sens, doit être considérée comme une grossesse à risque, notamment pour ces deux derniers risques, et qu'on a cette impression, notamment par l'approche nutritionnelle, que l'influence est notable du statut nutritionnel sur le résultat de ces grossesses. Voilà, et un grand merci à toute l'équipe qui a participé à ce travail, et notamment au docteur Pierre Bellassène qui a réalisé cette étude en première auteur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Claire.